Quelque chose a dépassé les étoiles au-dessus de Mars. Octobre 2025. Les caméras du ciel nocturne de Persévérance enregistrent un éclair fulgurant de 60 km par seconde, qui correspond à la vélocité et au moment du survol historique de Mars par le visiteur interstellaire 3I, Atlas. Les orbiteurs martiens programmés sombrent dans l'obscurité, et les images brutes s'évaporent dans le néant. Puis, des rumeurs non vérifiées font état de plusieurs objets rapides et d'un mystérieux éclat vert, plongeant le milieu scientifique dans l'incertitude. Les premières images du survol de Mars laissaient entrevoir une anomalie. Un comportement qu'aucune comète connue ne devrait exhiber, et les publications officielles de données se sont interrompues pile au moment où les explications étaient cruciales. Que s'est-il passé dans ces cadres manquants? Et ces indices pourraient-ils transformer notre compréhension des voyageurs interstellaires? Le 2 octobre 2025, Stephen Burns, une personnalité reconnue dans le domaine de l'astronomie amateur, publie une séquence de 9 minutes en time-lapse du ciel nocturne, tirée de l'archive d'images RAW de Persévérance. Cette compilation, assemblée à partir d'une série de cadres successifs, révèle une traînée fine comme un rasoir qui traverse le firmament martien. La vitesse apparente, de 60 km par seconde, saute aux yeux, bien au-delà de toute météorite, satellite ou artefact de rayons cosmiques habituellement observés dans les données des rovers martiens. À titre de comparaison, la sonde solaire Parker de la NASA, l'objet artificiel le plus rapide jamais créé, atteint 192 km par seconde, mais uniquement au périhélie, au cœur du puits gravitationnel du Soleil. Ici, la traînée maintient un rythme constant à la distance de Mars, où de telles vitesses sont typiques des errants venus d'ailleurs. La démarche de Burns est rigoureuse. Il superpose les cadres bruts sur un catalogue stellaire fixe, calibre l'échelle de plaque en utilisant les écarts connus entre étoiles, et vérifie la cohérence de chaque horodatage. Le déplacement de la traînée est quantifié par rapport aux étoiles de fond, image par image, excluant tout artefact de caméra immobile ou impact de rayons cosmiques. En corrigeant les pertes de cadre et en recoupant avec des cartes stellaires publiques, il diffuse l'ensemble des données et invite la communauté à reproduire la découverte ou à la démonter. Le résultat déclenche une vague virale. Des dizaines de milliers de personnes téléchargent les images, refont le stacking et s'affrontent sur la réalité de la traînée. Un phénomène authentique, un artefact ou quelque chose de plus insolite. La réputation de Burns en matière de précision technique et de scepticisme renforce la crédibilité de son annonce. Il insiste sur la nécessité d'une validation externe, exhortant à éviter les spéculations extravagantes tant que l'origine de la traînée n'est pas confirmée par d'autres. Le calcul est limpide. Si les 60 km par seconde mesurés résistent, la trajectoire correspond presque parfaitement au mouvement céleste prédit pour 3I, Atlas. Mais la charge de la preuve se déplace désormais vers l'extérieur. La communauté amateur relève le gant. Quelqu'un d'autre peut-il recréer l'anomalie, ou va-t-elle s'effondrer sous un examen plus poussé? Les forums en ligne s'enflamment dès la diffusion du time-lapse de Burns. En quelques heures, des centaines d'analystes indépendants récupèrent les cadres de Persévérance, impatients de confirmer ou de réfuter la traînée à 60 km par seconde. La discussion se divise rapidement. Certains y parviennent, en empilant les images avec des scripts personnalisés. Ils affirment détecter non seulement la piste principale, mais aussi des indices de mouvements secondaires rapides dans les données du 3 octobre. D'autres, utilisant des méthodes alternatives, ne voient que du bruit. Les reproches d'ajustement excessif et de chasse aux artefacts fusent de part et d'autre. À minuit 3 UTC, un bref éclat vert surgit dans l'animation d'un groupe. Cette irrégularité au niveau des pixels déclenche une avalanche de théories. S'agit-il d'un événement d'émission réelle ou d'un simple coup de rayon cosmique amplifié par un stacking trop agressif? Des équipes rivales dissèquent les canaux de couleurs, se disputant sur l'étalonnage et les réglages de filtres. Certains soutiennent que l'éclat vert est plausible chimiquement, une ligne d'émission cométaire. Les sceptiques répliquent que l'atmosphère ténue de Mars et les particularités du capteur de la caméra rendent de tels phénomènes plus susceptibles d'être des illusions numériques que des événements authentiques. L'absence d'images brutes, non traitées accentue le flou. Sans accès aux fichiers feeds originaux et aux données de télémétrie de la caméra, toute affirmation reste hypothétique. Les tests statistiques sur le rapport signal-bruit, la consistance intercadre et le rejet des rayons cosmiques deviennent des terrains de bataille. L'absence de publication officielle de données, sans vidage rapide de pipeline ni script d'étalonnage, attise les soupçons. Est-ce le délai habituel des campagnes sur cible mobile ou une manœuvre plus calculée? La frustration de la communauté s'amplifie. Certains appellent à une médiation institutionnelle, pressant la NASA ou l'ESA d'intervenir pour trancher les controverses techniques. D'autres intensifient l'analyse open source, partageant du code et des empilements intermédiaires dans l'espoir d'une validation collective. La véracité du signal reste en suspens,
son destin lié à la capacité des futures campagnes d'orbiteurs martiens à fournir des images décisives et vérifiables indépendamment. Pour une brève période début octobre, Mars est devenu le poste d'observation idéal dans le système solaire pour un visiteur interstellaire. 3 orbiteurs, le MRO avec IRISE, le Trace-Gas orbité de l'ESA équipé de Caspi et Mars Express avec HRC, étaient tous chargés de capturer 3I Atlas à 9 millions de kilomètres. C'est environ 75 fois la distance Terre-Lune. Un abîme si immense que même la caméra la plus précise sur Mars, IRISE, ne percevrait l'objet que comme une tache floue. Sa résolution optimale s'étire, les observations ont été ajustées pour des résolutions atteignant des dizaines de kilomètres par pixel. iRISE, conçu pour détecter des rochers sur les pentes martiennes, n'avait jamais été orienté vers une cible se déplaçant à une telle vitesse ou à une telle distance. Ces séquences d'imagerie ont été reprogrammées pour le survol en utilisant des données d'éphémérides actualisées afin de diriger le champ de vision étroit devant le trajet prévu. Chaque prise de vue représentait un pari calculé. Viser trop tôt, et l'objet sortirait du cadre. Trop tard, et il se fondrait dans les étoiles du fond. CASI, destiné à l'imagerie en couleur et à l'analyse des jets, a préparé une série d'expositions en 4 bandes, dans l'espoir de capturer non seulement le noyau, mais aussi d'éventuels fragments ou jets le suivant. La HRSC de Mars Express, avec son large balayage et sa couverture multibande, a été chargée de scanners pour repérer une structure grossière. Pourrait-elle différencier un noyau unique d'un amas ou distinguer un jet solaire contre l'éblouissement? La campagne exigeait une coordination méticuleuse. Le plan d'observation de chaque orbiteur reposait sur des prédictions précises issues des horizons du JPL, mises à jour quotidiennement au fur et à mesure que la trajectoire de 1I Atlas se raffinait. Les engins spatiaux eux-mêmes devaient dévier de leur pointage habituel vers Nadia, parfois de plusieurs degrés, pour suivre un point mouvant dans l'immensité céleste. Les contraintes embarquées impliquaient l'absence de suivi en temps réel. Chaque image était une instantanée fondée sur la fiabilité des calculs de dernière minute. Pour des objets à des distances interplanétaires, une erreur mineure dans les éphémérides pouvait signifier un échec total. À mesure que le survol approchait, les équipes d'instruments jonglaient avec des priorités conflictuelles, en maximisant le temps d'exposition, en minimisant la contamination par les rayons cosmiques et en optimisant la bande passante pour un téléchargement rapide. Chaque cadre serait examiné à la loupe pour y déceler des indices de structure. 3I Atlas était-il un corps solide unique, un agrégalage de fragments, ou quelque chose de plus étrange? À cette distance, seules les caractéristiques de dizaines de kilomètres de large pouvaient être résolues. Les bandes colorées, si elles étaient capturées, pourraient révéler des signatures chimiques, comme des traînées vertes, bleues ou rouges indiquant une composition exotique. Les enjeux étaient élevés. Avec les télescopes terrestres aveuglés par l'éclat solaire, les orbiteurs martiens offraient la seule vue claire. L'attente était simple. Si quelque chose d'inhabituel survenait, fragmentation, jet, compagnon, ces images en seraient les premières à le montrer. Toute la campagne était une course contre la géométrie, le mouvement et le temps. Pas d'image brute. C'est la phrase qui résonne dans toutes les discussions alors que les jours passent après le survol martien. Habituellement, les données des orbiteurs martiens, surtout pour des événements phares, arrivent dans les archives publiques en quelques jours après téléchargement, au moins sous forme non calibrée. Cette fois, rien. Ni de iRISE, ni de Cassis, pas même les aperçus rapides habituels de Mars Express. Le silence est total, interrompu seulement par des mises à jour sur le statut TUR évoquant une calibration et une assurance qualité en cours. À l'intérieur du JPL, les équipes d'imagerie font face à une pression d'un autre genre. Le défi ne porte pas seulement sur la bande passante ou les retards administratifs. Il s'agit du risque de diffuser des cadres parsemés de coups de rayons cosmiques, de pixels chauds non corrigés ou de piles mal alignées qui pourraient être confondus avec de vrais fragments ou jets. Pour une cible mobile comme 3 Atlas filant à 60 km par seconde à travers le ciel, les pipelines standards s'effondrent. Le nivellement de champ, la correction géométrique et la calibration radiométrique doivent tous être refaits. Même les meilleurs filtres de rejet des rayons cosmiques, optimisés pour des paysages martiens lents, peinent à distinguer une traînée interstellaire authentique d'une particule chargée errante. Le responsable de l'imagerie au JPL, sous le poids de l'examen public, décrit le processus comme une course contre l'erreur et l'attente. Chaque cadre doit être vérifié pour tout décalage d'enregistrement. Les éphémérides prédites correspondaient-elles au ciel réel? Un rayon cosmique ou une particule solaire a-t-il laissé une trace éphémère pouvant être prise pour un objet compagnon? Pour cette campagne, même l'empilement d'images, une étape routinière, devient un champ de mine. Un désalignement minime, et les artefacts se multiplient. Une superposition trop agressive, et les faibles caractéristiques réelles pourraient disparaître. Les enjeux sont évidents. Publier trop vite,
et un fantôme numérique pourrait déclencher une frénésie mondiale. Attendre trop longtemps, et les soupçons de dissimulation s'amplifient. L'équipe de calibration avance image par image, en croisant les mouvements prédits de la cible avec les traces réelles sur les pixels, en signalant les anomalies pour un examen manuel. Chaque fragment potentiel, chaque éclat étrange est enregistré, discuté, et soit validé, soit escaladé. Personne au JPL ne prétend que ce délai est agréable. La réalité est un goulot d'étranglement de prudence, qui place l'intégrité scientifique avant la rapidité. Même pendant que le monde patiente, la prochaine publication devra apaiser plus que la simple curiosité. Elle devra trancher, avec des preuves, si les caméras martiennes ont capturé un noyau unique, un amas de fragments, ou quelque chose réclamant une explication inédite. La lueur verte d'une comète observée à des millions de kilomètres est généralement une affaire limpide. Le dicarbone ou C2 émet une signature verte éclatante quand la lumière solaire rompt ses liaisons moléculaires, un processus si fiable que les chasseurs de comètes l'emploient comme carte de visite chimique. Dans le cas de 3I Atlas, l'histoire se complique. Les rapports émanant de des observations lors du survol de Mars par la sonde Perseverance ont permis de capter un bref éclat vert à 0003 UTC dans certaines séquences d'images. La conclusion en découle directement. Si cet éclat est authentique, il indiquerait la présence et l'activité du dicarbone dans la chevelure. Pourtant, les premiers spectres préliminaires issus de Mars Express et de TGO suggèrent le contraire. Les bandes d'émission attendues du C2 apparaissent ténues ou absentes, supplantées par un mélange gazeux abondant en dioxyde de carbone et pauvre en chaîne carbonée traditionnelle. En termes de laboratoire, un éclat vert sans dicarbone représente une incohérence. La physique conventionnelle peine à expliquer un spectre qui irradie versant les bandes du signe à 516 et 563 nanomètres. Si la teinte est véridique, cela appelle un mécanisme inédit ou un agent contaminant inconnu. Les spectroscopistes, habitués à débusquer les faux positifs, recommandent la prudence. Sans spectre calibré et synchronisé précisément avec l'instant de l'éclat signalé, le paradoxe chimique demeure inexploré. Cet éclat vert était-il un véritable événement d'émission ou un artefact numérique dû au cumul d'images et aux ajustements colorimétriques? Tant que les données brutes des orbiteurs martiens ne seront pas publiées, la seule résolution réside dans des spectres validés par instrument direct. La prochaine vague de diffusion devra démontrer, pixel par pixel, si la composition de 3I LAS défie vraiment les lois établies. Les données spectrales de la campagne martienne lancent un défi à la science cométaire classique. Les premiers comptes rendus de l'équipe de Mars Express mettent en avant une signature d'émission dominée par le nickel plutôt que le fer, une inversion par rapport à ce que montrent les comètes du système solaire. Les raies du nickel, habituellement discrètes ou masquées par celles du fer, dominent désormais le spectre. Les chimistes planétaires, qui analysent ces proportions, soulignent que les modèles standards de formation ne prévoient pas une telle hiérarchie d'abondance. L'anomalie ne s'arrête pas aux métaux. Les instruments du trace-gas orbité révèlent un ensemble gazeux où l'effusion de dioxyde de carbone surpasse la vapeur d'eau d'un ordre de grandeur. Pour une comète s'approchant du Soleil, l'eau devrait primer ici. Or, le dioxyde de carbone règne en maître, tandis que l'eau est quasi inexistante. La géométrie des jets ajoute une surprise. Les images des orbiteurs martiens, même à leur résolution optimale, dépeignent un panache non pas s'étirant à l'opposé du Soleil, mais propulsé vers l'avant, une antiqueux, orientée vers le Soleil, au contour net. Cette projection chute si abruptement que les modèles de poussière peinent à la reproduire. La queue en éventail large et diffuse, typique, fait défaut. À la place, le bord avant du panache est net, avec un gradient de luminosité excessivement raide. Les équipes menant des simulations dynamiques estiment qu'un noyau massif et dense est seul capable de maintenir un tel jet sans se désintégrer ou dévier. Les groupes de suivi évaluent la masse de l'objet en observant toute accélération non gravitationnelle, ces légers écarts dus aux jets ou à une dégazage inégale. Pour 3I LAS, le résultat est muet. Malgré une activité visible, sa trajectoire colle presque parfaitement à l'arc gravitationnel prévu. La limite inférieure implicite évoque 10 milliards de tonnes, plus astéroïde que comète. Chaque bizarrerie est consignée, discutée et accumulée dans un dossier en expansion. Les modèles naturels sont mis à rude épreuve pour justifier la chimie, la dynamique et cette masse imposante. Les enjeux montent alors que la communauté scientifique évalue si ces indices indiquent un objet qui réécrit simplement le manuel des comètes ou quelque chose d'inclassable dans le cadre naturel. Avi Loeb, célèbre pour ses explorations audacieuses en recherche interstellaire, intervient avec un calcul audacieux. Son équipe modélise les orbites, remontant la trajectoire de 3I LAS sur des décennies pour vérifier un éventuel croisement avec le fameux signal WOW de 1977, cette rafale radio de 72 secondes à 1420 MHz, l'arrêt de l'hydrogène.
En s'appuyant sur JPL Horizon et des simulations de Monte-Carlo, il chiffre la probabilité d'une telle coïncidence positionnelle à environ 0,6%. C'est infime, mais pas exclu. L'arrêt de l'hydrogène pèse lourd dans les milieux SETI. C'est la fréquence idéale pour un signal interstellaire. Le groupe de Loeb soutient que si un objet mérite un suivi radio ciblé, c'est bien celui qui traverse les coordonnées du WOW à vitesse interstellaire. Les chercheurs SETI, prudents comme toujours, rappellent les écueils, incertitude positionnelle, immensité céleste et risque de raisonnement rétrospectif. Néanmoins, la précision d'un signal à bande étroite sur la raie hydrogène reste le critère d'artificialité par excellence. La nature n'émet pas dans un canal si restreint. Avec 3i, l'AS désormais passé derrière le Soleil, la question persiste. La prochaine fenêtre radio dévoilera-t-elle plus que du silence? Après le 29 octobre, 3i, l'AS s'éclipse derrière le Soleil, entrant dans une zone d'aveuglement qui occulte les observations depuis la Terre et Mars. Pendant les 5 semaines suivantes, aucun télescope ne pourra suivre sa position, sa brillance ou son évolution structurale. Ce hiatus n'est pas exceptionnel. Le périhélie impose toujours une interruption forcée, due à l'éblouissement solaire et aux contraintes de sécurité des sondes. Tout au long de novembre, scientifiques planétaires, astronomes amateurs et partisans des signatures technologiques scrutent le calendrier, en attendant début décembre quand l'objet réémergera dans le ciel préaube. 4 indicateurs clés domineront la liste de surveillance. La luminosité globale, la trajectoire par rapport aux étoiles en arrière-plan, la morphologie de la queue ou du jet, et les empreintes spectrales. Chacun de ces aspects sera examiné en détail pour détecter des évolutions. L'objet s'est-il fragmenté, affaibli ou dévié de sa route? La prochaine opportunité d'observation est courte, mais cruciale. La confirmation reposera sur ce qui sortira de cette ombre solaire et sur le fait que les informations correspondent-elles aux prévisions ou accentuent-elles l'énigme. Pour démêler le vrai signal du bruit parasite, on part d'une échelle simple. Au niveau le plus bas, la reproductibilité. Les caractéristiques authentiques, qu'il s'agisse de traînées, d'éclairs ou d'objets satellites, doivent se manifester dans des empilements indépendants, avec des horodatages et des éphémérides cohérents entre les équipes. Les artefacts, eux, disparaissent dès que les traitements varient ou que les calibrages sont ajustés. Ensuite, la validation multibande. Un objet réel devrait se détecter dans plusieurs filtres ou longueurs d'onde, avec des ratios de couleurs physiquement plausibles. Les faux positifs clignotent souvent dans une seule bande ou changent de teinte selon les méthodes de traitement. Au-dessus, les signatures géométriques et dynamiques. Les vrais satellites doivent se déplacer de manière synchrone, suivre les trajectoires prévues et garder une distance stable, sans saut ou flou lié à l'ordre des empilements. Au sommet, les signes de manœuvre ou de structure, mouvements intentionnels, radio à bande étroite ou géométrie répétitive. Ces indices sont presque impossibles à imiter par des phénomènes naturels. Chaque affirmation gravit cette échelle, affrontant des vérifications plus strictes à chaque échelon. La charge de la preuve s'alourdit avec l'ambition de la revendication. Le tableau des scores est grand ouvert. Notez chaque irrégularité, exigez des preuves solides et laissez les faits trancher. Chimiquement, 3 points. Atlas défie les modèles cométaires. Son rapport nickel-fer, sa composition riche en dioxyde de carbone et sa vaste éjection solaire se distinguent nettement. Pourtant, les éléments les plus décisifs demeurent inaccessibles au public. La trajectoire projetée de l'objet chevauche le site du signal WOW de 1977 avec une probabilité calculée de 0,6%, mais aucune détection radio indépendante n'a encore été rapportée. Alors qu'Atlas s'approche du périhélie et d'une période d'observation aveugle, les éléments factuels appellent à la prudence et à la précision. Jusqu'au prochain communiqué de données, l'énigme persiste. Nous faisons face à un casse-tête interstellaire, une pile d'anomalies et aucune réponse validée. Seul compte le matériel probant et l'usage que nous en ferons par la suite.